Aller sur le Nasdaq, mais avec cette corrélation trouvée par Ludovic Berthollat avec le Nasdaq, le Global Liquidity Index et les taux à 10 ans. On l'écoute. Alors maintenant, je vais vous parler d'un truc un peu particulier. C'est vrai que ça fait un petit moment que je travaille dessus. Ça mérite d'être regardé surtout sur des positions, on va dire, à plusieurs mois, voire trimestre ou semestre. C'est ce qu'on appelle le fameux, en fait, GLI, le Global Liquidity Index. D'accord ? Donc, ça sert à quoi cet indicateur-là? Ça mesure en fait la disponibilité totale de l'argent dans le système monétaire. D'accord? Voilà, ça c'est quelque chose qui est important, qu'il faut prendre en compte. Et le GLI, en fait, il repose sur 3 piliers principaux, c'est-à-dire les banques centrales, c'est-à-dire la base monétaire, le secteur bancaire privé, le flux de capitaux en fait transfrontalier, c'est-à-dire en fait c'est un peu la vitesse à laquelle l'argent se déplace entre les grandes zones économiques américaines, Chine, Europe et Japon, et ce qu'on appelle le marché des repos, c'est-à-dire les pensions livrées. Donc en fait c'est un peu le cœur du réacteur. C'est là que les institutions financières, si vous voulez, elles s'échangent du cash contre des collatéraux, d'accord, enfin ce qu'on appelle les titres d'État. Le but, c'est de comprendre la corrélation ou la décorrélation avec les indices américains. Donc là, je l'ai pris avec le SP500. Donc vous voyez ici, la courbe bleue, c'est ma courbe du SP500 en hebdomadaire. Et ici, c'est la courbe jaune du GLI. Okay, en dessous, et ça c'est obligatoire, il faut absolument aussi avoir la corrélation par rapport au taux américain US, les fameux taux à 10 ans. Donc maintenant, le but est de comprendre un peu comment ça marche. Quand le GLI monte, ça veut dire qu'on a un excès de cash et on cherche un rendement. Et la meilleure façon de le chercher, cet argent, en fait, se rue sur les actions. Voilà, ça c'est le premier point. Quand il y a ce qu'on appelle une décorrélation, c'est qu'il y a un piège, il arrive en fait que les indices baissent alors que le GI stagne ou monte légèrement. Alors pourquoi ça arrive? Alors on a d'abord l'inflation, ça veut dire qu'en fait si la liquidité elle augmente mais que l'inflation explose, on va parler dans ce cas de liquidité réelle ajustée qui peut baisser. Et là les marchés actions chutent par peur qu'il y ait un resserrement brutal en cours ou à venir. Après, ce qu'on appelle la trappe à liquidité. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, des fois, on a les banques centrales qui injectent du cash, pas de problème, mais les banques privées, elles, par peur d'une crise, gardent ce cash au lieu de le prêter. Ce qui fait que la liquidité, elle est là, mais elle ne circule pas vers les actifs risqués. Donc, ça peut être un piège. Alors, maintenant, avant même de parler de la liquidité, qui est précurseur un peu de tout ça? Qu'est-ce qui peut faire que, par anticipation, on peut avoir un actif là, donc accessoirement le SP500 qui va baisser ou du moins stagner et commencer à baisser, sachant qu'on a de la liquidité. S'il y a de la liquidité, c'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les deux courbes aillent dans le même sens. Ce qui est précurseur, c'est souvent les taux à 10 ans. Donc, je peux prendre le cas de 2022 par exemple, où on est en hebdomadaire et on voit bien là les prix du SP qui commencent un petit peu à latéraliser point haut. D'accord. Il faut repérer en priorité où se trouve le GLI. Donc si elle est au-dessus, ça veut dire qu'il y a une bonne situation de cash. Donc le problème ne viendra pas forcément de ça au départ. Il faudra regarder les taux à 10 ans. Et là, si on regarde les taux à 10 ans, il faut toujours noter les points hauts et les points bas de là où en fait les taux ont été basculés dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de polarité. Et qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit tout simplement que ici, par exemple, là, ce niveau-là, il a été cassé ici. Voilà, très clairement sur les clôtures début 2022. Ce qui a causé ici la chute. Ça a commencé donc à donner la chute justement du SP500, malgré que la liquidité restait présente. Et qu'est-ce qui fait que, au bout du compte, on pouvait s'attendre à ce que le SP continue sa baisse? C'est à partir du moment où lui, c'est pareil, l'indicateur GLI vient à casser un niveau de support, et donc par corrélation, il va venir poursuivre en fait la même tendance que l'indice en question. Donc là, pardon, je parle du SP500, excuse-moi depuis tout à l'heure, non, c'est sur le Nasdaq. C'est pareil, il fonctionne de la même manière et les courbes sont pareilles. Mais comme vous pouvez le voir ici, ils ont cassé ce niveau de support là et forcément derrière ça montre que donc moins de liquidité en marche, les taux qui continuent de monter et ça a donc automatiquement créé cet effet de corrélation, justement ce qui permet d'accompagner le mouvement et de nous dire que à partir de quand nous on doit se replacer dans le sens
d'un indice à l'achat, puisqu'on sait que les indices composés d'actifs risqués sont faits pour monter généralement, mais on va attendre une inversion de courbe sur les taux à 10 ans et identiquement sur le GLI. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle, et c'est l'avantage, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle une décorrélation. C'est ce qui s'est passé ici. Pendant qu'ils montaient là, eux descendaient. C'est ce qu'on appelle une divergence. C'est ce qui permet de voir qu'il y a un problème dans le marché. Et le problème, généralement, souvent, ça vient pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais ça peut venir assez régulièrement des taux à 10 ans. Et là, comment on a pu s'apercevoir que les cours allaient remonter tranquillement, pas rapidement, mais plutôt tranquillement? C'est ici. Vous voyez, on a le GLI qui, elle, commence à remonter, la courbe remonte, pendant que l'actif risqué en question stagne. Donc on a de nouveau une divergence. Les deux sont censés aller dans le même sens, donc ça crée un petit problème. C'est que là, quand on sait qu'il y a un souci, à partir de là, si on sait qu'il y a plus de cash qui va rentrer, plus de liquidité, ça va permettre de pouvoir repartir à la hausse, sauf qu'il faut toujours avoir une corrélation avec le taux à 10 ans. Et comment ça se passe? Ici, on voit bien ici, voilà, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on regarde bien la courbe, les taux à 10 ans se sont mis à baisser, ça a fait rentrer plus de cash, et finalement, après, ils ont fini par accélérer sur le SP. Le marché a finalement complètement adopté le fait que les taux atteignent un certain prix, mais le plus important, il nous fallait du cash, absolument de la liquidité présente. Maintenant, je vais essayer de vous décortiquer un petit peu par rapport à ce qui s'est passé ici, parce que c'est important de comprendre. Il arrive donc par moment que la courbe des indices dépasse la GLI, ce qui veut dire que la montée, il faut rester méfiant sur la montée. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si la GLI est dessous son actif, ça veut dire que la liquidité est moins importante. Donc on peut avoir ce qu'on appelle une montée sans forcément de volume, sans forcément de force. Et c'est là où il est important dans ce genre de situation de bien regarder les taux à 10 ans. Là on s'aperçoit de quoi? Quand ils ont croisé ici, on s'est retrouvé avec une GLI qui baissait, un actif qui montait, mais ils avaient trouvé un point d'ancrage de résistance au niveau des taux à 10 ans qui a permis de décompresser un peu le marché. C'est-à-dire qu'en fait, les taux à 10 ans ont commencé à se dégonfler un tout petit peu. C'est ce qui a permis la montée ici, au bout du compte, du Nasdaq. Et vous voyez que dans cette montée, nous avions quand même une GLI qui montait tout doucement, sans force bien évidemment, mais quand même tout doucement. D'accord? Donc ça permettait d'avoir une certaine corrélation. Ceci dit, et là c'est là où il faut comprendre, c'est que à partir du moment où ils ont trouvé un support ici, voilà, le fameux support ici des taux à 10 ans, vous remarquez, dès qu'ils ont commencé à remonter ici, là, tout de suite l'indice s'est mis à chuter, mais en plus de ça, avant même de chuter, vous regardez, la GLI commençait à descendre. Ça veut dire qu'en fait dans la montée, il y avait déjà plus trop de liquidité et le taux à 10 ans, lui, avait atteint un niveau de support. C'est ce qui a permis en fait un décrochage sur quelques semaines, bien évidemment, de l'actif. Alors aujourd'hui, c'est ça qui va être intéressant. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que tout simplement, on est un peu dans le contexte là d'un croisement. Mais d'abord, comprenons la descente. Parce que c'est important de comprendre cette descente. Ici, on s'est retrouvé avec un actif qui est descendu. Là, semaine ici, donc du 9 février. Et puis on est retrouvé à 27 février. Alors déjà, on a un indice qui commence à chuter, mais on a pas mal de liquidité quand même dans le marché. Donc normalement, on n'est pas censé chuter comme ça avec suffisamment de cash dessus. Qu'est-ce qui se passe derrière? Mais pourquoi ça s'est mis à chuter? Sachant qu'on était quand même relativement en fait entre deux niveaux sur les taux à 10 ans, tout simplement parce que vers le 28 février, donc c'est la semaine, la semaine ici du 17, voilà, c'est ça là, la semaine du 17 surtout, c'est là où les frappes américaines ont commencé sur l'Iran. Donc là, on n'est plus dans l'état de corrélation avec une GLI ou des taux à 10 ans dans l'immédiat, c'est un effet un peu de peur, comme il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Covid, donc c'est ça qui est important de comprendre. Mais ceci dit, cette peur, elle est, on va dire, pas sporadique, mais juste temporaire, puisque on a vu que malgré les petites quand même escalades
trade qu'il y a eu pendant le conflit et qui est toujours actuel encore géopolitiquement, eh ben, on remarque que là, il y a eu le rebond. Pourquoi il y a eu ce rebond-là? Tout simplement parce que il y avait quand même suffisamment de cash sur le marché au niveau de la GLI, au niveau de la liquidité, et on avait atteint ce fameux niveau de résistance sur les taux à 10 ans, donc aux alentours des 4,43. Vous voyez, donc dès que ça a été touché, avec une liquidité assez importante, les prix ont pu remonter assez facilement. Alors évidemment, tous les effets news qu'on a eu géopolitiquement, on a eu des gros gaps baissiers qui ont été comblés dans la journée. D'accord? Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les soi-disant passent par palier, par moment. Donc là, on est arrivé sous le niveau de résistance. On a malgré tout un Nasdaq, même s'il est tiré par les 7 magnifiques, bien évidemment, qui ont le vent en poupe, il faut bien regarder une chose, c'est que là, il vient de croiser à la hausse de nouveau sa fameuse GLI. Mais la liquidité, elle est un peu moindre maintenant qu'on a croisé. Il faudra voir comment ça se passe si ces fameux taux à 10 ans viennent de nouveau sur ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait continuer de monter, donc du coup, avec une GLI sous l'actif en question, il faudra un dégonflement tout doucement de ce taux à 10 ans. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, évidemment, le cadrage reste très important puisque le taux à 10 ans, et qui est compris entre 4% et les fameuses 4,43, c'est vraiment un peu le métronome de tout ça. Alors, évidemment, à partir du moment où ils vont casser un niveau, ils vous iront chercher un niveau supérieur, bien évidemment. D'accord? Voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu la corrélation qu'on pouvait avoir, essayer de comprendre un peu le mouvement des flux, et surtout comprendre quand un actif monte sans puissance, parce qu'on peut monter à tout moment donné. Alors ça peut prévenir d'une bulle aussi, bien évidemment. Alors pas mal parle de la bulle de l'IA, mais on n'en est pas du tout là encore aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ça permet de savoir si la montée d'un actif est vraiment assez puissante, avec une GLI qui peut poursuivre, et surtout si les taux à 10 ans sont en décompression, ou voire même mieux, s'ils ont cassé une zone de résistance, ils viennent chercher un support, et c'est un support sur lequel le marché a acté ce niveau-là pour pouvoir poursuivre à la hausse. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Ludovic Berthola pour ce point très complet. On ouvre maintenant la rubrique les market movers et on retrouve Bernard Prat-Desclos, trader pour compte propre, auteur du livre Stratégie de marché. À tout de suite après une petite pause.